Salut les artistes! Alors aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est parce que soit vous faites déjà du dessin numérique, soit vous avez envie de commencer, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Parce que c'est vrai que quand on regarde certains dessins que sont capables de faire les grands maîtres, ça fait rêver et forcément on a envie d'utiliser les mêmes outils qu'eux. Aujourd'hui, on peut clairement dire que le numérique repousse les limites du dessin classique en offrant des fonctions qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Les logiciels proposent des fonctions de plus en plus pratiques, des réglages qui sont de plus en plus poussés, une utilisation des couleurs qui est vraiment inégalée, et surtout des outils d'assistance au dessin qui sont de plus en plus performants. Oui, mais à quel prix? Parce que le problème, c'est que ces outils, aussi fabuleux qu'ils soient, peuvent vite devenir des cache-misères si vous n'avez pas vraiment les bases en dessin. Et du coup, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est vous parler justement des différents pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on débute le dessin numérique. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vika et je suis étudiante en art numérique pour devenir concept artiste. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience des limites du dessin numérique, surtout quand on débute dans le domaine. Aujourd'hui, les tablettes et les logiciels de dessin numérique proposés sur le marché sont ultra performants. Mais aussi bien qu'ils soient, il ne faut pas oublier que ça reste des outils. Et que ces outils ne pourront pas remplacer votre niveau en dessin de la même façon que ce n'est pas parce que vous conduisez une Ferrari que vous savez bien conduire. Et le problème est là justement, c'est que de nombreux débutants vont utiliser leur tablette et le logiciel non plus comme un outil, mais vraiment comme quelque chose qui va faire le travail à leur place en laissant de côté l'apprentissage des bases du dessin. Bah oui, pourquoi apprendre la perspective alors que le logiciel peut vous proposer de la modifier quasiment sans réfléchir ? Pourquoi prendre le temps de travailler et de comprendre les textures alors qu'il y a des centaines de pinceaux différents prêts à l'emploi? Et pourquoi passer des heures sur la théorie des couleurs alors qu'il suffit de récupérer la couleur directement avec l'outil pipette? Commençons par la pipette justement, c'est un outil qui est assez basique mais qui est très efficace et qui peut être vraiment pratique dans certains cas. Le principe est très simple, vous sélectionnez la fonction, vous cliquez sur votre référence là où vous voulez et la pipette récupère automatiquement la couleur de l'endroit correspondant. Et du coup, il devient extrêmement facile de recopier une image simplement en récupérant les couleurs directement dessus. Alors oui, cet outil est extrêmement pratique, mais avant de l'utiliser, il faut quand même avoir conscience de 2 ou 3 choses. Alors en premier, il faut savoir que l'outil pipette, il est précis au pixel près. Alors dit comme ça paraît super, mais il faut savoir que sur une image, que ce soit une photo ou un dessin, vous n'avez jamais de parfaits aplats de couleurs. À part en graphisme, vous n'aurez jamais exactement la même couleur dans toute une zone. Et du coup, des pixels qui sont très proches peuvent quand même avoir des couleurs qui sont assez différentes. La pipette, elle permet de récupérer la couleur d'un pixel dans une zone, mais elle ne permet pas de récupérer la variété de couleurs de cette zone, et donc elle ne permet pas de récupérer l'ambiance colorée du dessin. Le deuxième problème, c'est que utiliser la pipette... Le deuxième problème, c'est que utiliser la pipette, ça ne vous fait pas travailler votre compréhension des couleurs. Parce qu'il faut comprendre que la couleur, ce n'est pas juste une valeur, ce n'est pas juste une teinte, une saturation et une luminosité. C'est bien plus complexe que ça. En réalité, c'est un phénomène complexe dans lequel il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Et finalement, utiliser la pipette, surtout quand on est débutant, c'est mettre de côté, c'est négliger l'apprentissage de la théorie des couleurs. Et au contraire, ne pas l'utiliser et essayer de recréer votre propre palette de couleurs à partir de ce que vous voyez, ça fait partie de l'apprentissage d'un artiste et c'est un apprentissage qui est fondamental. Mais bien évidemment, ça ne vous empêche pas de l'utiliser de temps en temps pour comparer vos couleurs et celles de la référence. Mais si vous voulez vraiment progresser, le gros du travail doit venir de votre perception et de votre compréhension des couleurs. Alors maintenant, parlons d'une fonction qui ne porte pas exactement le même nom en fonction du logiciel. Par exemple, sur Photoshop, ça s'appelle lissage. Sur Procreate, ça correspond à la streamline. Ou encore à l'outil stabilisation sur Clip Studio Paint. Mais dans tous les cas, le principe est le même, c'est d'apporter une aide au tracé pour éviter les tremblements et rendre vos traits plus fluides. Quand vous dessinez sur papier, celui-ci il a des petits grains qui aident le stylo à rester dans sa trajectoire, contrairement aux tablettes graphiques qui ont des écrans qui sont parfaitement lisses. Et du coup, le stylet glisse beaucoup plus facilement et il est donc beaucoup plus facile de dévier de sa trajectoire. Et en plus de ça, la précision des tablettes graphiques est tellement bonne qu'elle détecte le moindre écart que vous faites avec votre stylet. Et finalement, c'est normal de faire de moins belles courbes en dessin numérique qu'en dessin classique. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette fonction existe, elle apporte une aide pour éviter justement ces petits défauts.
Et le problème avec cette fonction, c'est qu'on a vite fait d'en abuser parce qu'elle est tellement efficace qu'on la met au maximum pour avoir des courbes les plus belles et les plus lisses possibles. Et à part pour certains cas particuliers, je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Premièrement parce que utiliser la fonction à fond, c'est un peu comme vouloir cacher ses défauts. En réalité, c'est à vous d'apprendre à faire de meilleurs tracés, c'est-à-dire des tracés qui ne viennent non pas du poignet, mais qui viennent de l'épaule. Et c'est également à vous d'apprendre à utiliser et à tenir votre stylet correctement, et pour ça, il n'y a pas de miracle, c'est l'entraînement et la pratique. Et le deuxième gros problème du lissage, c'est que utiliser à outrance, il fait perdre tout le dynamisme à vos dessins. Du coup, ça donne des dessins qui sont mous et on dirait qu'ils n'ont pas de vie. Alors toujours dans la même idée des aides qu'apporte le dessin numérique, il faut savoir qu'il y a également des aides à la perspective. Que ce soit la possibilité de créer des points de fuite, d'utiliser des grilles de perspective qui sont déjà composées, ou encore de créer des volumes dans des logiciels de modélisation 3D et d'y appliquer directement le point de vue souhaité. Là encore, ces outils pour la perspective peuvent vraiment vous changer la vie et vous faire gagner beaucoup de temps, mais c'est à une seule condition, c'est de connaître les bases de la perspective en dessin. Je sais très bien à quel point la perspective c'est un sujet qui peut être inintéressant, voire même rébarbatif, surtout quand on débute le dessin. Et pourtant ce sont des notions qui sont absolument primordiales. Parce que même si vous ne vous en rendez pas encore compte, en réalité, la perspective s'applique absolument dans tout ce que vous dessinez. Que ce soit un décor, un personnage, un animal ou un objet, absolument tout. Le problème, c'est que vous aurez beau avoir tous les outils pour faire de la perspective, si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous ne pourrez pas l'intégrer correctement dans vos dessins. Et le résultat, c'est que vous aurez des dessins qui sont vraiment incohérents. Alors maintenant, parlons des pinceaux. Pour ceux qui connaissent un peu le dessin numérique, vous saviez très bien que j'allais finir par en parler. Et pour en parler, j'ai séparé deux catégories de pinceaux qui sont les pinceaux texturés et les pinceaux qu'on peut appeler pinceaux tampons. Alors en premier, parlons des pinceaux texturés et comme leur nom l'indique, ils permettent de recréer des textures, qu'elles soient végétales, animales ou minérales. Et des pinceaux texturés, vous pouvez en trouver des centaines et des centaines sur internet qui sont déjà prédéfinis et extrêmement efficaces. Mais là encore, il faut comprendre qu'une texture, ce n'est pas que un rendu. C'est un phénomène physique complexe qui dépend de la structure du matériau, mais aussi de la façon dont la lumière interagit dessus. Et du coup, si vous ne comprenez pas vos textures, si vous n'analysez pas comment elles fonctionnent, vous aurez beau avoir les meilleurs pinceaux possibles, le résultat sera là encore incohérent. Utiliser des pinceaux texturés quand on débute pour se faciliter la vie, c'est là encore mettre de côté un apprentissage qui est très important. Si vous voulez utiliser un pinceau texturé dans vos dessins, il faut l'adapter en fonction de vos couleurs, de la lumière, mais également de votre style de dessin. Le pire à faire est d'utiliser un pinceau avec une texture ultra réaliste alors que vous dessinez par exemple dans un style cartoon. Et mine de rien, ça demande pas mal de savoir-faire et de maîtrise d'utiliser ces pinceaux texturés correctement. Et l'idée c'est la suivante, c'est d'abord d'être capable de recréer des textures avec des pinceaux simples qui montrent que vous avez vraiment compris la texture avant d'utiliser des pinceaux qui pourront vous faciliter la vie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pinceaux tampons qui permettent de recréer un même élément assez rapidement à la suite. C'est des pinceaux souvent utilisés pour faire des motifs qui se répètent parce que c'est beaucoup plus pratique. Et c'est également pas mal utilisé pour faire des décors, par exemple pour dessiner une forêt. Et là encore, ce sont des pinceaux dont il faut se méfier parce qu'il faut les intégrer correctement dans vos dessins. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les intégrer avec la bonne couleur, mais également comment les intégrer avec la bonne perspective. De manière générale, surtout quand on débute le dessin numérique, les pinceaux peuvent donner l'impression d'avoir une grande maîtrise de ce qu'on fait, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et le problème c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, on a envie de faire des choses complexes, du coup on utilise plein de pinceaux, mais le résultat final, il est incohérent et il manque de logique. L'idée quand on débute le dessin numérique, c'est d'utiliser 3-4 pinceaux qui sont basiques, mais de se concentrer sur les couleurs, les formes et les volumes. L'utilisation des pinceaux plus complexes est vraiment secondaire. Et d'ailleurs, avec des pinceaux ultra simples, on peut en réalité faire des textures ultra compliquées et ultra réalistes. Parce qu'au final, avoir accès à autant de pinceaux avec autant de réglages quand on débute, c'est un peu comme avoir accès à la calculatrice scientifique alors qu'on apprend les tables de multiplication. Et du coup, l'idée est toujours la même, c'est d'apprendre les bases avant d'utiliser des outils qui sont trop complexes. La dernière erreur à ne pas faire quand on débute le dessin numérique, c'est de laisser complètement de côté le dessin classique. Je comprends tout à fait que le dessin est une activité qui demande beaucoup de temps et que du coup, il est encore plus compliqué de trouver le temps pour faire du dessin classique et du dessin numérique. Le problème, c'est que quand on débute le numérique, finalement, on passe plus de temps sur l'apprentissage du matériel, c'est-à-dire l'utilisation de la tablette, mais l'utilisation des logiciels aussi.
On apprend comment utiliser les calques, on apprend comment utiliser la roue chromatique, on apprend comment utiliser pinceau. Mais à côté de ça, on n'apprend pas les bases du dessin. L'idéal, c'est vraiment de continuer à apprendre les bases en dessin classique et à côté de vous former en numérique pour être de plus en plus à l'aise petit à petit avec. Et il faut aussi comprendre que le numérique peut proposer les fonctions les plus incroyables qui existent. Ça ne remplacera jamais le ressenti et la liberté qu'on a avec un papier et un crayon. Pour conclure sur cette vidéo, je pense qu'il est très important que vous sachiez faire la distinction entre les outils que vous utilisez et votre vrai niveau en dessin. Le dessin numérique peut proposer les aides les plus incroyables qui existent et ne pourront jamais cacher votre vrai niveau et vos défauts. Et c'est là l'un des grands pièges du dessin numérique, c'est que ça peut facilement donner l'illusion d'avoir un niveau supérieur au sien. L'idée, ce n'est pas non plus de sous-estimer votre niveau, c'est surtout être capable de faire preuve d'objectivité avec vous-même. Et être objectif avec soi-même, c'est accepter qu'il y a des bases à apprendre avant d'utiliser tout le potentiel du dessin numérique. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider et vous apporter quelques conseils, et surtout qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion pour votre progression artistique. Je voudrais remercier les personnes qui ont pris le temps de regarder la vidéo, mais également les personnes qui me suivent et me soutiennent, aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Encore un grand merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.